Alors du coup, on va commencer cette table ronde. Donc ce que je vous disais en introduction, c'était que, pour nous, en échangeant avec, mon conseil d'administration et puis, avec d'autres, on se disait que la question de l'équilibre, dans l'économie sociale et solidaire et notamment avec, cette particularité du militantisme, de l'implication des individus dans les projets, ça génère, souvent des situations de complexité, et de décalage entre, ben, ce qu'on aimerait faire, mais ce qu'on arrive à faire, la pression qu'on peut se mettre, les liens qu'on a les uns avec les autres et qui sont, sans doute plus ténus ou plus complexes ou plus resserrés que dans d'autres, secteurs. Et du coup, et ben, pour ça, on avait envie de poser une première question à Sophie. C'est pourquoi en fait, cette notion d'équilibre, elle est si importante, dans l'économie sociale et solidaire? Et surtout, pourquoi elle est si compliquée à atteindre, finalement? Merci Myriam. Euh, il y a une bonne illustration que j'ai envie de vous partager, que pour certains vous connaissez bien. Et en fait, j'aime bien cet outil-là, c'est le quadrilatère de la coopération de Desroches. C'est un bon support. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns qui connaissent ici, il doit y en avoir un. C'est un bon support, tout simple, comme moi j'aime bien ces outils-là, et qui permet de comprendre un peu l'équilibre nécessaire quand on est dans des structures de l'ESS. Et donc, dans des assos, je vois que vous êtes surtout faites partie d'assos. Je vais vous l'afficher, ce quadrilatère. Hop. Alors, vous voyez bien, ça marche. Alors, on voit donc on a ce quadrilatère et pour que ça fonctionne bien, une organisation de l'ESS, il faut que les 4 coins soient bien en équilibre. Sinon, ça fissure, ça craque, ça coince. Et ici, on voit bien donc ce quadrilatère. Hein, on a, je trouve intéressant de partir par le coin en bas à droite, qui est donc le démarrage de la structure, c'est-à-dire les bénéficiaires, les adhérents. Et au fond, dans une structure, dans la plupart des structures dans lesquelles vous êtes, avec l'instance qui est l'Assemblée générale. De cette instance, vous voyez les flèches en bleu, c'est le dialogue qui doit exister en permanence et en équilibre. C'est ça qui va aider à l'équilibre. Et donc de là sont mandatés des élus régulièrement, c'est ça. Hein, alors sous différentes formes, mais conseil d'administration, conseil de surveillance ou autre chose. Donc là, on a des administrateurs, des administratrices. Eux qui travaillent, alors vous voyez, ils sont en même temps au même niveau que la coordination direction. Ils travaillent de manière équilibrée, de manière très régulière avec la direction, la coordination, qui sont souvent des cadres nommés salariés. Donc, je dis nommés parce que selon les statuts, on n'est pas toujours salarié, etc. Ça peut être de la gérance ou d'autres statuts non salariés. On voit bien ici que, vous voyez, entre les bénéficiaires, les adhérents, l'Assemblée générale et le CA, là, on est vraiment sur la question de le projet politique. C'est quoi notre objectif commun, notre raison d'être? Donc ça, on le partage là. Et c'est là que c'est vivant et qu'on fait attention, que nos élus nous représentent bien là-dessus. Il doit y avoir absolument un dialogue régulier avec ce que des fois on appelle la base, qui est le cœur. Et on a aussi, du coup, ce CA qui, avec la direction, doit traduire ça en projet stratégique. Donc on a ici ce dialogue ultra important qui doit avoir lieu. Et ensuite, on a le côté sur la gauche, vous voyez, de tout ce qui est opérationnel, qui vient donc traduire, alors là, dans l'action, l'objectif commun, la raison d'être de la structure. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'on est presque tout le temps, et d'où la difficulté, dans plusieurs cases quand on est dans les structures de l'ESS. C'est-à-dire qu'on est à la base et aussi administrateur, donc on est parfois bénéficiaire, ou en tout cas intéressé par le projet et administrateur, donc en poste de responsabilité, qu'on a aussi le CA qui doit bien veiller à surveiller, contrôler. Moi, j'aime bien dire la supervision, c'est-à-dire le contrôle bienveillant, hein, mais du coup, par contre, extrêmement important de ce qui est délégué à la direction et à la coordination. Et la partie de l'équipe qui doit aussi
avoir un dialogue permanent avec la coordination direction. Ce qui est parfois difficile, c'est de ne pas se couper, soit dans ce sens-là, de haut en bas, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir un CA et des cadres qui seraient coupés des adhérents et de leur équipe. Ça arrive parfois. Donc ça, vous avez déjà pu rencontrer ça, ça fait de fortes tensions. On peut avoir aussi une coupure plus verticale, où on a l'équipe et la direction qui foncent, qui avancent bien. Au fond, l'activité, elle est très bien faite. Par contre, ça a un statut de l'ESS et donc avec la participation des personnes bénéficiaires, et ce côté-là de la gouvernance ne fonctionne pas. Donc, il peut y avoir plusieurs fissures différentes. Et des fois, il y a des fissures dans des coins. Vous voyez, hein, il peut y avoir très bien les salariés un peu seuls, parce que tout fonctionne et eux, ils se retrouvent en difficulté, ils se retrouvent un peu sur leur île. Parfois, ce sont les bénéficiaires. Tout ça pour dire à quel point, alors du coup, ce quadrilatère, ce qui est super, c'est que c'est extrêmement intéressant de sans cesse avoir ce défi, qu'on pourrait dire, de démocratique, qu'on doit dialoguer. En même temps, il y a un rôle de supervision. Vous voyez, c'est parce que l'AG, quand même, réglementairement, et heureusement d'ailleurs, parce que c'est ça qui fait quand même la solidité de ces structures, elle doit aussi organiser, entre guillemets, une surveillance que les actions soient bien menées. Il faut sans cesse être connecté et avoir cette vigilance permanente de bien rester dans la faisabilité et bien coller aux besoins des personnes, et tout en donnant à chacun la possibilité de bien piloter, de bien faire ce qu'il a à faire. Je pense particulièrement là aux administrateurs, quand on parlait là de la qualité, entre guillemets, de l'emploi dans l'ESS, des endroits où ça souffre, c'est chez les salariés, parce qu'ils sont en tension. Qui est la personne à qui je dois le plus rendre service, Est-ce que c'est les adhérents, les bénéficiaires? Donc, je suis tendue pour vraiment absolument pouvoir faire le meilleur boulot possible pour eux, c'est eux les bénéficiaires. Mais en même temps, ma direction, elle me donne aussi un cadre avec certaines contraintes et un pilotage. Mais j'ai mon CA aussi, qui lui attend des choses. Et donc ça, c'est du coup une assez forte contrainte. Et vous connaissez la complexité pour ceux qui sont salariés de devoir faire avec ces 3 acteurs. Et sur la diapo, on ne voit pas les autres acteurs, que sont les financeurs, qu'est l'État aussi pour la plupart, qui dans les structures de l'ESS. L'État, il est aussi des fois avec son cadre réglementaire pour certaines activités, je pense notamment au social, médico-social. Donc, il y a aussi les injonctions de nos financeurs et de l'État et des collectivités. Donc, ils viennent aussi faire grosse pression, en tout cas pour les équipes salariées, direction, c'est clair. Et les administrateurs, c'est aussi pareil, où eux, c'est quand même difficile, en tout cas complexe, d'avoir ces 2 costumes, d'être proche des bénéficiaires issus de cette Assemblée générale et en posture de dirigeant. Et en posture de dirigeant, en plus, en cohabitant et en trouvant un juste équilibre avec les dirigeants nommés salariés. Donc ça, c'est des positions difficiles. Et ce qui est vraiment chouette dans ce quadrilatère, c'est qu'on pose la complexité et le nécessaire équilibre à tenir. Donc, le dessin est vraiment simple. Par contre, pour que ça tienne bien, ça, c'est difficile à faire. Donc ça, on est là-dessus, c'est complexe, c'est très, très intéressant, mais par contre, c'est dur à tenir. Et pour moi, du coup, vraiment, au fond, le cœur de ce qui me motive à faire mon boulot, d'accompagner les orgas, c'est comment chacun trouve sa juste place. Et je pense que c'est vraiment une sorte de quelque chose qu'on doit tout le temps garder comme un cap quand on est dans ces structures de l'ESS. Et moi, quand je les accompagne, c'est souvent là le fond de la demande. Comment chacun ici est à sa juste place. Et des fois, on ne l'est pas. Et c'est nécessaire d'alerter dans l'instance qui existe pour ça. Je peux... Myriam, peut-être si tu as d'autres questions là-dessus. Non, je pensais... je me disais que c'était une belle introduction sur effectivement la complexité, puis du coup, le fait que en fait, quand il y a des tensions, ça génère de la souffrance, c'est ce qu'on dit. Et du coup, c'est une belle transition vers Cathy. On parle de souffrance dans les structures de l'ESS. Est-ce qu'il y a des facteurs qui sont plus particuliers sur la souffrance au travail, ou en tout cas
puisque le quadrilatère est, je pense, encore plus précis dans les structures de l'ESS, est-ce que chez nous, ça veut dire qu'il y a aussi des cas de souffrance particuliers ou en tout cas des risques qui sont plus majoritaires? Alors, l'origine, ce qu'on peut dire, alors je vais reparler effectivement du cadre présenté par Sophie, c'est très intéressant parce que l'origine alors je vais plutôt parler dans la souffrance, il y a dans les risques psychosociaux, il y a la souffrance qui est, on va dire, l'ultime chemin dans un parcours qui commence parfois par du stress et puis devient chronique et parfois mal-être et enfin souffrance. Donc, il peut potentiellement, dans toute activité humaine, effectivement, et au travail notamment, il y avoir de la souffrance. Alors, elle est propre à chaque métier et propre à chaque entité. C'est-à-dire que déjà, là, on va parler de façon très générale, donc peut-être que dans mon propos, certaines ne vont pas se retrouver. Donc, je vais essayer de dresser un petit peu un tableau, justement, en fonction de ses origines, hein, des risques psychosociaux, voire de la souffrance. Alors, on peut déjà partir du côté macro, c'est-à-dire que vous avez une structure complexe hein, dans vos fonctionnements, très riche humainement et très intéressante, avec des valeurs, des principes, des objectifs. Et cette structure, elle est déjà posée dans un cadre, je dirais, socio-économique plus large, qui va avoir déjà une influence, au fond, sur toute entité. Donc, on a déjà au niveau socio-économique, et on a vu au travers du Covid, hein, l'impact de l'extérieur que voilà, peut amener en fait du stress et donc des difficultés aux uns et aux autres. Et je ne vais pas reparler du Covid, hein, on va le laisser de côté celui-là, mais dans vos métiers, effectivement, vous avez parlé, enfin Sophie parlait des financeurs, on a effectivement depuis quelques années des évolutions dans certains métiers, je ne les connais pas tous, hein, mais qui sont quand même assez importants dans le contexte législatif, sur les attendus en fait des métiers hein, de l'ESS, avec donc des changements et notamment des demandes institutionnelles qui sont impactantes pour les organisations dans leur fonctionnement, dans leurs objectifs parfois, et dans leurs exigences aussi, et qui peuvent amener à la fois des contraintes qui peuvent être d'ordre budgétaire, des contraintes qui peuvent être de charges accrues, et tout ça pesant forcément indirectement sur les organisations. Ça, c'est le niveau, on va dire, macro et qui va forcément influencer le bien-être des salariés, mais des bénévoles également, ou de toute personne impliquée dans le système. On a un autre élément, mais toujours aussi, là, c'est qu'on parle du bénéficiaire, c'est que ce sont des métiers qui sont de fait dans la relation humaine énormément, et dans cette relation, il y a parfois de la souffrance aussi. Et puis, il y a dans certains métiers, je pense, en tout cas, on voit dans l'accompagnement de proximité des évolutions de profil aussi. Donc, ce sont des personnes peut-être qui sont accompagnées, pouvant parfois être plus effectivement, on va dire, exigeants ou amenant plus, je dirais, de charge émotionnelle ou de questionnement parfois même, ou d'exigence de compétences hein, chez les professionnels. Donc, ce sont des facteurs aussi externes hein, qui ont pu venir s'ajouter là, dans le quotidien depuis quelques années. Et puis, il restera toujours, quand on parle donc de la dimension de risque psychosocial ou de souffrance, l'idée évidemment de ce que je vis moi en tant que salarié ou en tant que bénévole. Et là, c'est effectivement mon point de vue individuel. Et là, effectivement, on peut avoir dans l'ESS aussi, comme ailleurs, un certain nombre de difficultés. Alors, dans le schéma proposé par Sylvie et présenté, on voit déjà la complexité de la structure organisationnelle qui va forcément avoir des interférences avec le vécu de chacun, à la fois sur la dimension relationnelle dans le travail, la gestion peut-être des conflits ou la place tout simplement du dialogue qui peut être plus ou moins épanoui, ce dialogue hein, dans les structures. Ça pose entre l'intention et donc les schémas organisationnels la question effectivement de la place en tant qu'égalité professionnelle ou reconnaissance professionnelle des uns et des autres. Et ça ramène bien sûr au sens du métier. C'est-à-dire,
entre le terrain, comme disait Sophie, et effectivement les prescriptions qui viennent d'autres partenaires internes. Là, effectivement, il peut y avoir des représentations complètement différentes et ça peut venir parfois un petit peu se frotter. C'est-à-dire qu'il y a un écart entre ce que je vis, moi, sur le terrain et peut-être ce qu'on me demande de faire ou ce que le cadre organisationnel peut proposer. Donc, on a autour de ces je dirais, sujets-là, pas mal de choses au niveau individuel qui peut, voilà, en plus être un petit peu chargé, voilà, et par l'extérieur. Alors, on pense aux bénévoles aussi, à ceux qui sont dans le pilotage. Hein. Ce côté, effectivement, exigence institutionnelle ou externe, c'est le risque de charge de travail, hein, c'est-à-dire que parfois courir après les projets ou courir après, effectivement, les financements, ou donc tout simplement la mise en conformité des exigences, ça peut sur certains effectivement parfois amener de la souffrance. Plus généralement, si je reste sur les salariés en nombre les plus représentés, je pense à ceux notamment qui sont sur l'accompagnement, parfois donc des bénéficiaires, enfin pas parfois, des bénéficiaires. Et on va le retrouver certainement aussi chez les encadrants. Il y a la question de l'équilibre entre la vie professionnelle et donc justement vie personnelle et vie professionnelle. Donc la question du temps, partage du temps entre les deux. Alors que ce soit les uns ou les autres, hein, parce que le bénévole est très investi, il veut y aller. Donc en général, on peut avoir des amplitudes horaires qui sont là assez larges, qui peuvent, le risque étant aussi en fonction des tensions qui existent ou pas, de la charge mentale que ça peut produire, amener parfois aussi donc, les risques d'épuisement. Puis on peut le voir aussi chez les autres professionnels, parce qu'on peut aussi avoir donc plusieurs contraintes horaires, ne serait-ce que ça, ou d'imprévisibilité du fait de parfois l'absentéisme. Hein. Si on regarde ces questions-là, l'enjeu aujourd'hui, c'est vrai que je regardais un petit peu les chiffres, hein, vous voyez qu'il y avait un rapport. Oui, l'absentéisme est un élément qui semble être une tendance forte avec une augmentation. Et derrière cet absentéisme, on parle forcément question de santé, sécurité des personnels, mais aussi des bénévoles. Et donc, voilà, comment je concilie le tout? Comment j'articule tout ça? Il y a, oui, dans les risques que j'ai pu évoquer là, certainement des pistes à creuser qui seraient favorables à essayer d'améliorer ou réduire, en tout cas, grâce au dialogue, pas que le dialogue, hein, les moyens aussi, bien sûr, et l'organisation, mais cet absentéisme, en fait. Hein, je pense, un sujet qui a cet effet boule de neige, et que plus il y a d'absentéisme, plus ça va générer effectivement parfois des difficultés. Voilà voilà, sur les éléments, on va dire, sur l'ESS, en termes de facteurs, peut-être, hein, les risques particuliers de souffrance. Voilà, il y a, on va dire, quelque chose de structurel, d'externe, et puis lié tout simplement au vécu du travail, notamment sur la conciliation vie pro, vie perso, certainement. Merci beaucoup. Alors, on voit que le temps file. Donc, du coup, Bérangère, je vais te donner 5 minutes. Mais l'idée, c'est que… Direct. Non, mais parce que enfin, voilà, l'idée, c'est de basculer, de se dire, ben, là, maintenant, c'était sur le bien-être individuel. Est-ce que le droit du travail, il rajoute une couche de complexité là-dessus, sachant qu'on a déjà vu qu'entre l'équilibre du quadrilatère et le bien-être individuel là-dedans, c'est complexe. Le droit du travail, du coup, ça ajoute quoi comme élément là-dessus? Alors, c'est une question intéressante parce qu'en fait, souvent, on perçoit hein, le droit du travail. Moi, je suis en soutien hein, sur la gestion des ressources humaines et précisément sur les très petites entreprises. D'accord ? Donc, souvent, on se dit, bah, attends, j'ai 5 salariés, j'ai 8 salariés, c'est pas pour moi. Bien sûr que si. Au contraire, bien évidemment, à partir du moment où on est en charge une personne, à partir du moment où on emploie une personne, et là, je ne vais pas rentrer dans la nuance du bénévolat dans le droit du travail avec contrat de travail, convention de bénévolat, etc. Mais il est certain qu'à partir du moment où on a une personne, on doit en prendre soin. Et en prendre soin, en fait, le cadre législatif, finalement, nous permet d'en prendre soin. Je vais donner quelques exemples. On ne va pas rentrer dans tous les outils.
Mais prenons par exemple le document unique d'évaluation des risques. La plupart du temps, quand je demande où ce document se trouve, on met le dirigeant ou la dirigeante va chercher, fouiller dans son tiroir et va me sortir un cahier un peu gribouillé, pas forcément très bien tenu, mis à jour. C'est une obligation légale qui peut être perçue comme une contrainte, alors que c'est un formidable outil, un formidable levier pour garantir la sécurité de tous, pour améliorer les conditions de travail. En fait, quand on a compris ça, c'est une façon de regarder les choses. Quand on prend le droit du travail comme quelque chose comme le garant de la protection, comme la possibilité d'améliorer la qualité de vie au travail des uns et des autres, alors là, on perçoit le sens et on va pouvoir vraiment déployer ces outils de façon intelligente. Un exemple, document unique d'évaluation des risques. J'ai un charpentier qui l'a mis en place. Il s'est servi de ça pour faire venir gratuitement, parce qu'on dit toujours que ça coûte de l'argent, mais en fait, il y a plein de choses qui existent et qui sont peu connues gratuitement. L'ergonome de la médecine du travail qui est venu. Il a investi ensuite, grâce à des aides, sur des moyens de levage. Et étonnamment, les salariés n'ayant plus à se casser le dos ont eu plus de facilité en fait, à un, rester, et deux, pour recruter, pour attirer, ça s'est assez rapidement diffusé. C'est un exemple parmi d'autres. Je vais prendre un autre outil, l'entretien professionnel. L'entretien professionnel, ça m'a fait rire. J'avais une SCOP qui ne comprenait pas pourquoi les salariés demandaient à passer l'entretien professionnel. On se connaît tous, on se voit tous les jours, on n'est pas nombreux. Oui, mais sauf qu'à un moment donné, on est dans un monde qui évolue à une vitesse grand V. Donc, le maintien de l'employabilité, c'est une chose. Mais la montée en compétences, l'adaptation, la stratégie de l'entreprise et ce temps d'échange particulier, dire, bah oui, en fait, on va se poser dans un bureau, porte fermée, on va prendre le temps de l'échange pour voir si ton projet professionnel, il correspond bien finalement à ce que tu fais et si tu as les moyens de le réaliser. Et surtout, on parle énormément du sens. On a la plus grosse vague de démissions qu'on n'a jamais connue aux États-Unis, mais c'est logique. Le monde du travail se réforme profondément et on continue à fonctionner comme avant. Ça ne fonctionne pas. Il faut à un moment donné se poser la question du sens au travail et après être vigilant aussi sur la répartition et la conciliation des temps de vie et du temps de travail. Typiquement dans l'ESS, il y a un risque énorme. Voilà, Cathy l'a évoqué, Sophie l'a évoqué aussi. On est tiraillé entre des gouvernances, entre des objectifs financiers, une implication émotionnelle forte, des valeurs. Il faut, à mon avis, via des outils, alors ceux-là peuvent être obligatoires ou non, moi je déconseille de lier la fiche de poste au contrat de travail, mais la fiche de poste, elle doit être établie comme un outil vraiment de management qui doit aider à trouver cet équilibre. À un moment donné, si on voit que la photographie du poste à un instant T, ça dépasse de tous les côtés, c'est qu'on s'est trompé quelque part dans la détermination des objectifs et des missions pour les uns et pour les autres. Ça permet de rétablir aussi une certaine forme d'équité entre les personnes présentes et de savoir où aller, parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment parfois quels sont les axes prioritaires. Je vais parler encore une fois très rapidement mais du droit à la déconnexion. Ça me semble être absolument important et fondamental. Aujourd'hui, on a une loi. On a la loi travail 2017, obligation de négocier là-dessus à partir de 50 salariés. Sincèrement, nous, on n'est pas 50, on a tous été en télétravail, on a tous vécu le confinement, on a tous nos PC à la maison. S'il n'y a pas de règles, c'est des burn-out, c'est de l'épuisement, ça ne fonctionne pas. Donc, rien n'interdit à partir de un bénévole, 2 salariés, 10 salariés, de mettre en place une charte, un droit à la déconnexion et des règles. Parce que sans règles, à un moment donné, on va se faire aspirer par quelque chose, par passion, par envie, par motivation, mais qui finalement, sur le moyen long terme, ne peut pas tenir parce que nous avons tous besoin aussi d'avoir des temps pour nous ressourcer. Voilà. Je finis sur cette question comme ça. Vous aurez l'occasion aussi d'aborder dans l'atelier sur les obligations légales qui améliorent les conditions de travail tout à l'heure avec Cécile Cormery. Donc, je m'arrête là sur cette question. Mais en tout cas, voilà, voir le droit du travail comme un levier et non pas comme une formalité administrative à faire en plus ou une contrainte. Super, merci beaucoup. Je trouve que ça donne du coup effectivement des leviers ou des moyens d'action concrets où du coup on a des cadres en plus d'intervention. Donc c'est chouette. Alors pour revenir du coup à Cathy,
comment est-ce que cette mise en place de démarches de qualité au travail, elle peut contribuer à améliorer les conditions de travail pour tous et toutes? La qualité du travail, elle sert deux choses, le bien-être et la performance. Donc, quand je parle de performance, je ne suis pas dans le financier, hein, je parle de performance durable qui vraiment s'appuie sur vos valeurs de l'ESS, c'est-à-dire qu'on est là dans quelque chose et la recherche de pérennisation, mais aussi d'emploi pour chacun. Donc, c'est quelque chose qui a deux objectifs, donc deux finalités. Et dans le bien-être, forcément, on s'occupe aussi des personnes. Et cette perception de la QVT, elle va s'appuyer sur, on va dire, quatre dimensions qui sont à travailler évidemment avec les uns et les autres dans les équipes. C'est déjà la perception des conditions d'exercice qui vont là, effectivement être spécifiques à chaque entité. Donc, c'est les outils, c'est les moyens, c'est ce qui me permet de faire le job qu'on m'a demandé. C'est travailler aussi le vécu des situations. Donc, on est sur là quelque chose qui s'approche beaucoup, effectivement, des risques psychosociaux. On parle de vécu, on parle de la cohérence des valeurs, cohérence dans le sens du travail. Tout ça, forcément, c'est donc des discussions et des échanges sur l'idéal travail. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Et c'est aussi sur cet impact de vie personnelle, comme on a évoqué tout à l'heure. Donc, c'est vraiment des choses là qui exigent l'intelligence collective, dont parlera donc aussi, pour lequel il y a un atelier, dont parle Sophie. Et puis, il y a donc aussi le vécu des changements, c'est-à-dire qu'on est dans des sociétés qui évoluent tout le temps. Donc, comment j'appréhende ce changement? Est-ce que dans ce changement, voilà, je vais intégrer les vécus? Est-ce que j'anticipe ou pas? Et ce changement, donc, que je vis, soit parce que l'externe me l'impose ou pour le futur, voilà comment on s'organise. Et ça fait partie de l'activité aussi, cette approche du changement. Et donc, un des grands pans restant finalement l'interaction travail et vie personnelle. Et là, il y a beaucoup de sujets. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, la QVT, c'est, je ne veux pas dire que c'est le versant positif des RPS, mais je veux dire c'est que les RPS sont contenus et vont aider évidemment à aller vers cette QVT. Mais ça, en tout cas, ça allie les exigences des uns et des autres. Et l'idée étant de retrouver cet équilibre, évidemment, entre bien-être et performance. Et le moyen, c'est une démarche structurée, bien sûr, des échanges, de l'intelligence collective, et puis l'expérimentation. Soyons modestes, mais avançons petit à petit pas. Voilà ce que peut en fait mobiliser l'intelligence collective et aider à atteindre les différents objectifs de l'activité. Merci. Alors, il reste encore 2 questions. On a déjà dépassé le temps, c'est très bien. Mais, il y avait une question pour Sophie, c'est, en fait, Cathy a commencé à l'évoquer, il y a des pratiques d'intelligence collective qui permettent du coup d'améliorer les choses, et cetera. Toi, tu penses que c'est une solution et comment on fait, du coup? Alors, moi, mon point de vue, il est encore plus radical que ça. C'est que, pour moi, les structures de l'ESS sont obligées de faire de l'intelligence collective. Au fond, ça devrait faire partie de leur statut. Et alors, maintenant, il faut savoir ce qu'on entend par intelligence collective. Comme on a bien conscience de cette complexité dans laquelle on est, on ne peut pas, même si on a été formaté dans un monde qui nous fait croire que c'est l'entreprise privée et ses façons de manager qui sont exemplaires et qui fonctionnent bien, on peut en juger de différentes manières, mais dans l'ESS, ce n'est pas possible de reproduire ce qui peut être fait là où il y a des actionnaires et un PDG. On est sur déjà une entreprise qui est collective du fait qu'il y a les bénéficiaires qui sont dedans. Donc, on ne peut pas fonctionner et vous voyez sûrement autour de vous, comme on est formaté, même dès l'éducation à l'école et tout ça, par des façons très descendantes de voir les choses. Et le faire sans intelligence collective dans l'ESS, c'est ça qui crée, ça craque un peu de partout. Donc, pour moi, j'entends intelligence collective et coopération, c'est un peu la même chose pour moi, si on veut s'entendre sur les mots. Et donc, pour moi, c'est absolument nécessaire, c'est une obligation que de faire de l'intelligence collective. Alors, c'est une obligation, mais du coup, c'est très compliqué. On est bien d'accord, parce que c'est plein d'humains qui doivent s'ajuster. C'est ça l'intelligence collective. J'attire l'attention à chaque fois des groupes
et des personnes pour qui je travaille quand c'est sur la gouvernance ou même à l'intérieur des équipes, faire de l'intelligence collective, travailler ensemble de manière, la visée c'est ça, de manière harmonieuse, c'est-à-dire bien faire notre boulot en respectant chacun et en étant bien dans le respect de ce qu'on a décidé ensemble comme ligne à atteindre et les objectifs qu'on a pour nos bénéficiaires. C'est pas Bisounoursland du tout. On ne doit pas tous être complètement compatibles au niveau du caractère, tous formés pendant 7 ans à la communication non violente, etc. En fait, non, justement, on tricote tous ensemble et c'est ça qui est assez beau, c'est de se dire, on essaye de se comprendre et de s'accepter. C'est beau, mais difficile, hein, franchement, on est bien d'accord. Mais l'idée, c'est ça. Et c'est surtout pas une dissolution ou une dilution des individus à l'intérieur d'un magma collectif. Et ça, c'est vachement important. Sinon, on est un collectif, mais on n'est plus intelligent. D'accord? Donc, il ne faut surtout pas se diluer. L'intelligence collective, c'est comment chaque individu prend bien sa place, peut affirmer sa singularité dans le sens où qu'est-ce qu'il apporte au projet commun, etc. Et ce qu'il apporte, c'est au projet commun. Et donc, c'est aussi comment on fait pour entendre les divergences de points de vue, la richesse de la diversité pour avancer ensemble. Et du coup, il faut vraiment voir ça pas du tout comme on va avoir un minimum commun, ce qui rabaisserait à fond le truc intelligent qu'on a envie de faire, quoi. Donc, voilà. Et donc, moi, oui, je pense que c'est bien sûr la solution, mais c'est l'obligation, au fond. Et ça se vit à chaque endroit. C'est là que c'est difficile à relier. C'est que vous voyez, vous vous souvenez, hein, des bénéficiaires engagés dans le CA, si c'est une asso, au sein de la direction et dans l'équipe. Et donc, ça doit pouvoir se vivre en intelligence collective dans toutes ces instances et dans ces instances qui ont de la perméabilité entre elles. Merci. Et du coup, Bérangère, toi, de ton point de vue, est-ce que tu as des choses qui, pour conclure moi, la table ronde, des petits... voilà, des petits... temps perdu, pas perdu, gagné. Non, je vais juste conclure en disant que voilà, un regard externe, en fait, pour aider à mettre en place des solutions, de l'accompagnement, ça permet vraiment d'avancer. Le fait de prendre aussi les choses petit bout par petit bout. On ne va pas révolutionner le monde, mais à un moment donné, c'est une volonté de se dire, ben voilà, moi j'ai envie d'apporter cet équilibre, j'ai envie de ramener de l'équilibre, j'ai envie de ramener du bien-être, j'ai envie de travailler sur la qualité de l'emploi. On va prendre un temps de recul, on va mettre de côté un peu l'action, le projet, et on va penser aussi à nous et à la structure. Et voilà, il ne faut pas hésiter à le faire. Alors, il y a des outils simples qui existent. Après, je trouve que c'est toujours bien, même si les outils sont simples, de se faire accompagner par des professionnels, parce qu'on a tous des métiers. Un ergonome, il est ergonome, un coach, enfin voilà, on a tous des métiers différents, et donc se faire accompagner par le bon acteur, c'est vraiment important. Alors après, dans les outils, vous en retrouverez, si certains veulent, hein, pour aller regarder pour les trames d'entretien professionnel, des choses comme ça, vous en retrouverez disponibles gratuitement en format Word sur le site RHTPE. Voilà, vous pouvez trouver facilement. Maintenant, voilà, n'hésitez pas à vérifier si vous pouvez être accompagné par les uns les autres. Et puis, pour le document unique d'évaluation des risques, c'est pareil. Hein, l'INRS a mis en place un outil qui s'appelle OIRA, qui est accessible et disponible facilement par secteur d'activité, etc., qui est plutôt pas mal fait. Encore une fois, je vous invite à vous faire accompagner pour les mettre en place. Mais voilà, si certains veulent se lancer en toute autonomie, sachez que les outils sont là. Merci beaucoup à toutes les trois. On voit que le sujet est passionnant. On pourrait y passer des heures. Malheureusement, le temps est compté aussi pour nous. Mais du coup, ça sera d'autant plus passionnant d'aborder avec vous les choses plus précisément dans les ateliers. Alors du coup, on va prendre un petit temps de questions. Je crois que Anne a eu peut-être quelques questions pendant la table ronde qu'elle va voir. Il n'y a pas eu, merci déjà à toutes les trois pour vos interventions très intéressantes. Il n'y a pas eu beaucoup de questions. Il y avait une question pour Cathy sur la définition. C'était qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que vous appelez absentéisme? Je crois que voilà, c'était cette question-là. Je vais vous laisser répondre peut-être en attendant s'il y a d'autres personnes dans l'audience qui veulent partager des questions, réactions dans la fenêtre de conversation.
Alors, dans l'absentéisme, je pense en fait l'absentéisme imprévisible, celui qui est lié notamment à la maladie. Alors, on va écarter tout ce qui est maternité et autres, mais en fait, ce qui est le reflet au fond de l'état de santé, peut-être, soit des personnes, soit du collectif. Donc, j'étais plutôt dans cette logique-là. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, c'est bon, visiblement. Je ne vois pas d'autres questions. Je ne sais pas si aussi, après, donc on va avoir aussi les temps d'atelier pour approfondir les différents sujets qui ont été évoqués. Je ne sais pas si aussi parmi les intervenantes ou les co-animatrices ou sur les ateliers aussi, il y a des questions, réactions. Moi, je veux bien faire un tout petit complément qui rebondit sur ce que disait Bérangère. De l'importance, parce que surtout moi sur ma matière de l'intelligence collective et de la coopération, on pourrait croire que c'est des valeurs qu'on se donne comme ça, comme on met au fronton des mairies, etc. Et je crois énormément, et je sais que c'est ça qui fonctionne, au processus, aux procédures qu'on met en place. Et du coup, Bérangère le disait, que c'est les outils et se forcer à des procédures, c'est hyper soutenant. Et pour moi, c'est même, parfois, on n'est pas obligé d'essayer de convaincre tout le monde en disant on va changer les choses, vous savez, on va aller vers quelque chose on va tous faire des efforts. On peut mettre en place vraiment, grâce au fonctionnement, des choses, comment on fait en réunion pour se discipliner, pour que justement chacun trouve sa juste place. Bah déjà, on change la forme de la disposition de la salle. C'est énorme. Si on se met tous en cercle, eh ben, on est tous en fait à une place équivalente. Ça dit, on envoie des messages, on n'est pas obligé de faire un discours. Quand on structure ces réunions et qu'on a des règles de fonctionnement coopératives, il y en a, on se met des règles en fait. L'intelligence collective, c'est pas complètement la liberté. C'est qu'on se met des règles pour justement que chacun puisse trouver sa juste place et s'épanouir et d'ailleurs être créatif et avoir la possibilité d'accéder au dialogue, etc. Et voilà, je voulais souligner le fait que du coup, c'est basé sur pas mal de techniques et de procédures. Bien sûr, moi, je les sélectionne pour qu'elles soient les plus simples possibles à mettre en œuvre, mais il faut pas, voilà, c'est pas des choses qu'on fait juste en se disant c'est super, on va écrire ça dans une charte et comme ça, on sera nickel. Mais non, non, après, on le met en place grâce à des outils et de la règle. Donc, je voulais revenir sur le truc de Bérangère. Merci Sophie et merci Bérangère. Je crois que vous filez vers d'autres obligations. Et merci pour la réponse à la question là, sur l'outil de l'INRS. Merci beaucoup. Je finis de vous mettre les liens et je vous quitte. Très, très bon travail en atelier à tout le monde. On va prendre juste une dernière question avant de passer en atelier qui s'adressait plutôt à Sophie encore sur le quadrilatère de Desroches. Comment ça fonctionne quand il n'y a pas de direction coordination, mais directement en lien CA salarié? Sur des petites équipes, pourquoi pas? Il n'y a pas forcément de direction. Alors, par contre, pour l'équipe, ça amène une difficulté en plus. Ça veut dire que souvent dans ces cas-là, ça peut être du coup les administrateurs qui deviennent directeurs ou directrices. Et là, peut parfois se poser la question des compétences à manager opérationnellement une équipe salariée. Donc, c'est là qu'il y a une difficulté. Ce que je peux observer, c'est qu'il y a des groupes où il n'y a pas de direction, l'équipe s'organise, mais ils se sont mis des rôles, du moment qu'il y a des rôles à l'intérieur de l'équipe salariée, où il y en a un qui va être plutôt sur le droit du travail, justement, un autre qui va être sur l'organisation, comment coordonner l'équipe. Et ben, du coup, au fond, les fonctions qu'on attend, et de programmation, de gestion du budget, les fonctions qu'on attend d'une direction, elles peuvent être aussi partagées à l'intérieur de l'équipe. Mais par contre, la vigilance, elle est vraiment sur le management. Et il y a des fois, dans les toutes petites structures, il y a beaucoup de souffrance parce que, par méconnaissance de ce que c'est manager une équipe, c'est un boulot, c'est pas simple du tout, ce côté humain. Et il peut y avoir des administrateurs et administratrices qui veulent bien faire, mais du coup, n'ont pas du tout les compétences ou la connaissance de ce qui peut blesser, de ce qui soutient. Donc voilà, c'est plutôt ça quand il n'y a pas de direction, mais des fois, les postes de direction, ils sont aussi occupés par des gens qui s'y prennent mal. Donc, ce n'est pas forcément la solution pour que les salariés soient mieux accompagnés. Mais en tout cas, ça fait un organe de régulation en plus parce que si on a des personnes à la direction, à la coordination, le CA a son mot à dire pour contrôler que ce soit bien fait en son nom, cette fonction d'employeur.
pareil, du coup, les salariés ont un interlocuteur. Si on rate cet échelon, eh ben, le dialogue, il est direct entre les dirigeants administrateurs et l'équipe, et ça triangule moins. Donc, c'est là une petite difficulté en plus. Je dirais juste qu'il y a effectivement beaucoup d'impact sur effectivement la qualité managériale. C'est quelque chose sur la partie souffrance qu'on évoquait tout à l'heure, et c'est quelque chose qui est à bien considérer. Merci à toutes. Je vous propose, puisqu'il n'y a plus de questions, qu'on passe, et puis qu'on atteint déjà notre timing, qu'on passe à la partie atelier. Alors, il y a certaines personnes qui qui participent pas aux ateliers, donc merci pour votre participation à cette séquence, et puis bonne fin de journée. Pour celles et ceux qui participent aux ateliers, donc il va y avoir un passage automatique en sous-salle. Alors, il se trouve que du fait des désistements de dernière minute, on a 2 ateliers qui sont bien pleins et 2 qui sont un petit peu plus légers, notamment s'il y a des personnes qui s'étaient mises sur l'atelier avec Sophie sur les pratiques coopératives ou avec Cathy sur les risques psychosociaux, s'il y en a qui sont intéressés par les obligations légales ou le numérique et les conditions de travail et veulent bien basculer pour permettre un rééquilibrage un petit peu des groupes, c'est bienvenu. Sinon, s'il y a des personnes qui ne sont pas inscrites dans des ateliers encore, vous pouvez vous manifester par chat ou prendre la parole. Ok, alors j'ai un changement sur un atelier. Hop, je vous laisse juste quelques minutes de réaction. Cécile fait de la pub, c'est bon Cécile, on a gagné une personne. Bon, et bien écoutez, on va partir. Ah voilà, 2 personnes avec Cécile, très bien. Hop, voilà, ça va être un petit peu plus équilibré à part l'atelier sur le numérique. Alors, et voilà le numérique. Très bien, très bien. Bon, bah, ça s'équilibre, tout ça. La Merci pub, ça beaucoup pour fonctionne quand même. votre flexibilité. Et bien voilà, je pense que bon, il va y avoir 2 ateliers en intime, mais ça va faire des échanges riches. Voilà, alors je vais vous basculer en sous-salle. Donc j'espère que tout va fonctionner sur le côté technique. Et puis je vous dis une bonne fin de rencontre dans les ateliers, puisque comme je vous le disais, on ne reviendra pas en plénière. Il y aura un compte-rendu de tous les ateliers qui sera partagé. Voilà, et bon atelier à tous et travaillez bien.